Bonjour chers auditeurs de Radio Diana, bienvenue dans votre émission Et nous qui parle aujourd'hui de la prise en charge des enfants dans les centres d'accueil. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il y ait une meilleure prise en charge des enfants dans les centres d'accueil? Depuis l'étude réalisée en 2015 sur la performance des centres d'accueil, quelles sont aujourd'hui les avancées constatées? Est-ce qu'il y a eu des changements? On en parle dans votre émission Et nous de ce jour. Je suis Edwige Diboli Apedo. Merci pour votre fidélité. Nous recevons aujourd'hui le président du RESAER, c'est le réseau des structures ou bien centres d'accueil du Togo, Jérôme Soupé. Bonjour. Bonjour Madame Edwige, bonjour très chers auditeurs. Alors, je le disais tantôt en introduction, en 2015, une étude a révélé que 85% des centres d'accueil des enfants vulnérables ne respectaient pas les normes et standards. Quelle est la situation aujourd'hui? Merci beaucoup pour la question et pour l'émission. Effectivement, comme vous le dites, il y a eu un audit des centres, sinon une évaluation des centres d'accueil des enfants vulnérables au Togo en 2015. De cet audit, il était assorti des résultats. Et selon ces résultats, je précise, il y a 15% des centres d'accueil dont on a trouvé la prise en charge satisfaisante. Pour les 85% des centres d'accueil, la prise en charge n'est pas véritablement ce que l'audit attendait. Donc, dire ce qu'il en est aujourd'hui de cette situation, vraiment, il faudrait en réalité une autre évaluation, sinon un suivi de tous ces centres qui ont été audités là pour pouvoir mieux apprécier la nouvelle situation. Et donc, ce qui veut dire que depuis 2015, il n'y a plus un autre suivi pour savoir s'il y a eu de l'évolution ou pas? Absolument. Depuis 2015, il n'y a pas encore eu de suivi en tant que tel organisé sur le plan national pour revisiter tous ces centres et voir, suivant les 8 critères sur lesquels ces centres ont été évalués, qu'est-ce qui a été refait, qu'est-ce qui a été amélioré, qu'est-ce qui n'a pas été touché, etc. Il n'y a pas encore cette organisation de suivi-là, à ma connaissance, sur le plan national. Néanmoins, nous-mêmes, en tant que réseau de ces centres de prise en charge alternative, nous essayons de faire à la mesure de nos moyens ce qu'il faut. Et donc, les quelques centres que nous avions pu visiter, les quelques centres que nous avions pu apprécier, nous avions quand même constaté des améliorations de part et d'autre. Certains centres qui avaient été, suivant les résultats, étaient dysfonctionnels, c'est-à-dire problématiques de niveau 1, ont fait des efforts très très louables qui aujourd'hui, on peut se tromper, mais si l'évaluation venait à être refaite, ces centres-là pourraient être classés parmi les centres performants. Voilà. Parallèlement, c'est aussi possible que des centres qui avaient été qualifiés de performants à l'époque, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, le sont-ils encore? Est-ce qu'il n'y a pas eu de laisser aller entre-temps sur tel ou tel autre critère, aspect? Bon, voilà un peu, mais globalement, de façon un peu nébuleuse, suivant la petite sphère, le petit nombre que nous avions pu visiter, il y a des efforts qui se font quand même. D'accord. Alors, quand on parle de cette étude-là, qu'est-ce que l'étude recherchait? Effectivement, l'étude voudrait apprécier, puisque depuis toujours, jusqu'à l'étude, il y avait des centres qui possèdent un peu partout sur toute l'étendue du territoire où on prenait en charge des enfants en situation de vulnérabilité, mais l'État ne savait pas véritablement ce qui se faisait dans ces centres-là. Du coup, le but ou bien l'objectif aussi de l'étude était de voir ce qui se fait, avoir la cartographie de ces études-là, donc voir véritablement ce qui se faisait dans ces centres, quelle est la qualité de la prise en charge du travail qui se fait,
la qualification du personnel, etc., l'adéquation entre les locaux, les moyens, les ressources et le nombre, l'effectif des enfants accueillis, logés et pris en charge, tout ça là. Bon, donc pour pouvoir apprécier ces paramètres-là et maintenant, dorénavant, avoir la même mise sur les centres et pouvoir diriger, contrôler, les orienter dans le sens où le ministère voudrait. Alors, vous avez parlé tout à l'heure que vous avez constaté qu'il y a eu de l'amélioration dans certains centres au vu du travail qui se fait au niveau du RESAEF, votre réseau, le réseau que vous présidez. Mais toutefois, il y a, lors des résultats, de la présentation des résultats de cette étude réalisée en 2015, il a été demandé que certains centres d'accueil soient fermés parce que ces centres ne respectaient pas les normes, ces centres maltraitaient des enfants et tout ça. Est-ce que ces centres ont été fermés selon vous? Je dirais la main sur la conscience que certains centres ont été fermés, pour d'autres, à ma connaissance, pas encore. Bon, j'avoue également, j'ai eu la chance, pas en tant que président de RESAEF à l'époque, mais simplement en tant que chargé de projet dans mon ONG, dans mon service, l'ONG Les Amis pour une nouvelle génération des enfants anges, de participer à ce petit comité de préparation de l'accueil et de la fermeture de ces enfants. Bon, pour la fermeture, pas en tant que tel, surtout, mais de l'accueil suite à la fermeture de ces centres. Et là, j'ai quand même eu à voir que ça n'avait pas été facile. La fermeture, une chose est de recommander la fermeture des centres, mais sur le terrain, la réalité, ce n'est pas forcément facile. Parce que, d'abord, des enfants qui sont habitués à leur structure, à leur personnel, et qu'on amène à l'inconnu, ce qui pourrait créer un petit traumatisme psychologique au niveau des enfants, au niveau même du personnel et du propriétaire du centre, le fondateur, etc. Et aussi, il faudra des moyens pour pouvoir accompagner encore ces enfants-là pour que ce qu'on reprochait au centre d'antan dit maltraitant ne puisse pas se répéter à ce niveau. Aussi, les enfants étaient en cours d'année, la plupart étaient des élèves, il fallait prendre en compte là où ils fréquentaient. Voilà, bon, donc c'était des paramètres qui ont fait que ce n'était pas aussi facile que ça. Et aussi, il y avait de la résistance sur le terrain. Les centres qui avaient été recommandés à la fermeture, les fondateurs, le personnel, tout ça n'était pas forcément d'avis. Donc eux aussi, dans les coulisses, par-ci, par-là, ils essaient de faire tout ce qu'ils doivent faire pour que peut-être le meilleur culpa ou que leur voix puisse être entendue et que le centre ne soit pas fermé. Pourquoi certains ne le sont pas jusqu'au jour d'aujourd'hui? Je ne suis malheureusement pas dans le secret du ministère de l'Action sociale. Ni de la DGPE, la Direction Générale de Protection de l'Enfant. Je ne suis pas dans leur secret, mais c'est les autorités, ils savent, ils aiment beaucoup les enfants, ils sont pour la cause des enfants, ils savent le pourquoi jusqu'à présent. Ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas encore. Alors, comment comprendre que des centres censés protéger les enfants en situation de vulnérabilité, ça donne aux actes de violation de leurs droits? Oui, je ne voudrais pas, ce n'est pas pour cautionner le mal, mais je dis que c'est normal. Normal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça dépend de comment des gens sont arrivés dans le travail. Dans le domaine de la protection. Dans le domaine de la protection. Du moment où il n'y a pas eu ce garde-fou qui est placé, du moment où l'entrée dans le domaine n'est pas surveillée, l'admission des professionnels dans le domaine n'est pas contrôlée, n'est pas surveillée, et que des gens peuvent rentrer d'un peu partout, commencer le travail, c'est tout à fait normal que on fasse du n'importe quoi. Oui. Et je pense que c'est ce qui avait à un moment donné réveillé l'attention du ministère à diligenter cet audit-là pour que dorénavant ils puissent avoir la même mise sur ces centres-là. L'idéal aurait été, comme le recommandent les normes et standards, qu'avant toute ouverture du centre d'accueil,
et de commencer le travail, qu'on puisse avoir l'agrément. Et que le ministère puisse s'assurer que le personnel qui devrait offrir le service aux enfants là est véritablement qualifié. Malheureusement, on ne fait pas cela. Et le mécanisme qui devrait exister de façon un peu gendarme ou policier pour être coercitif et obliger des gens à forcément demander, passer par ce canal-là, demander l'agrément avant de pouvoir ouvrir le centre n'existe pas. Bon, donc ça fait que par-ci, par-là, ça se crée peut-être par des mécaniciens, des gens qui n'ont jamais été à l'école, excusez-moi le terme, des gens qui n'ont jamais été à l'école, des gens qui s'improvisent en un mot dans le domaine. Donc, ça fait que c'est un fourre-tout. Est-ce que ce n'est pas aussi donner raison à ces personnes qui disent que les gens qui ouvrent les centres d'accueil ou bien ceux qui se mettent dans la protection de l'enfant veulent plutôt s'enrichir avec ce que vous venez de dire tout à l'heure, parce qu'ils ne savent pas vraiment, ils ne comprennent pas les fondamentaux quand on rentre dans ce domaine? Oui, c'est possible, pour ne pas dire que c'est un objectif voilé. Pour certaines personnes. Pour être franc, ça peut être le cas. Même si nous savons que accueillir des enfants, les prendre en charge n'est pas de la petite bière, n'est pas du beurre à couper, n'est pas facile. Des gens quand même pensent qu'il y a l'argent du blanc, peut-être j'ai telle connaissance ou j'ai telle autre ou j'ai quelqu'un en Europe qui pourrait m'aider à mobiliser des moyens, surtout financiers. Bon, donc, voilà, je vais le faire et on rassemble, il faut voir même les critères. Suivant l'audit, quand vous parcourez les résultats, l'admission même est un problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on prend en charge des enfants vulnérables, c'est des enfants, on prend sans spécificité, ce n'est pas bien ciblé. On prend du n'importe quoi. Et l'audit avait même révélé que sur certains centres, c'est des proches parents. On s'occupe plutôt des enfants des parents. Des enfants des proches parents. Ah ouais. Voilà. Donc, on ignore plutôt ce qui est important à faire, on se donne à autre chose. Aujourd'hui, quelles doivent être donc les exigences pour pouvoir ouvrir un centre d'accueil des enfants vulnérables? Oui, merci beaucoup pour la question, elle est très pertinente. D'abord, pour nous, à Rezaïev, ce qu'il faudra, on dit chez nous, ce que tu as oublié, que tu viens prendre n'est pas du vol. Nous, on va soit magnifié. Donc, si dans un premier temps, l'État n'avait pas été aussi dur ou bien aussi rigoureux dans l'implantation des ONG, dans l'ouverture, la création des centres d'accueil, maintenant que l'audit a été fait en 2015 et avec ces résultats alarmants, l'idéal aurait été que très rapidement l'État mette en place ce mécanisme-là de surveillance et d'inspection recommandé d'ailleurs par l'audit. Les recommandations de l'audit le précisent, qu'il faut mettre en place un comité de surveillance ou d'inspection pour faire véritablement, et avec ce démembrement sur toute l'étendue du territoire, dans toutes les régions, dans toutes les préfectures, de façon à ce que à tout moment le suivi puisse être fait auprès des centres et pour que des relais, les rapports, le retour puisse permettre au comité d'inspection là de savoir ce qu'il faut faire. Faire de sorte également que l'ouverture des centres soit systématique à l'autorisation. Autrement dit, à l'agrément. Vous ne pouvez pas ouvrir sans agrément. Commencer sans l'agrément. Si on continue d'ouvrir sans l'agrément, les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. On aura toujours les mêmes problèmes et nous n'aurons pas à accuser qui que ce soit. Bon, ça c'est du côté de l'État ou du ministère. Mais aussi du côté des centres d'accueil et de la Fertière que nous sommes à Rezaïev. Nous essayons de faire de nos mieux. Qu'est-ce qu'il faut? Nous sommes en train de mener avec SOS Village d'enfants sur le projet ou le programme ARPEJ, approche régionale pour la protection de l'enfance et de la jeunesse, un certain nombre ou bien une série d'activités.
Et cela amène à renforcer les capacités des centres d'accueil qui, de par l'audit, étaient qualifiés de perfectibles et dysfonctionnels. Donc nous sommes en train de travailler avec ces centres-là, avec les professionnels de ces centres, pour que le niveau puisse être relevé, pour que la qualité de la prise en charge puisse être améliorée. Si dans le temps, la qualité de la prise en charge était très faible, c'est parce que peut-être le personnel manquait d'un certain nombre d'informations, de formation ou de renforcement de capacité. Et depuis ce que nous avons fait, depuis février jusqu'à maintenant, sans oublier ce qui était fait depuis l'année passée pour certains centres de Lomé, cette fois-ci, c'était sur toute l'étendue du territoire, une trentaine de structures. Les modules, ça permet valablement à ce que le personnel puisse être renforcé. Aussi, au niveau de Rezaïev, nous entendons mettre un certain nombre de choses en place, notamment des documents stratégiques et aussi la politique de sauvegarde. Tout ça là pour que les enfants puissent être mieux pris en charge dans les centres. Et très récemment, nous avons également, à travers nos séries d'actions toujours avec SOS, nous avons fait un atelier à Tapabé sur le plaidoyer participatif. Et cela a pour but de préparer une démarche de plaidoyer vis-à-vis de l'État pour que le problème de ratio fixé par les normes et standards dans son article 35 puisse être fixé par l'État, et de même que la circulaire sur la discipline, donc pour que les mesures de sanction puissent être dictées par l'État et à respecter sur les centres. Pour amener les centres à pouvoir respecter ces normes. Et quand on parle de normes, vous avez parlé tout à l'heure des activités que vous menez au niveau du RISAEV grâce à ce projet dénommé Arpège, ce projet qui a commencé depuis quelques temps. Est-ce qu'on peut avoir une idée globale, puisque vous venez de donner les activités, pourquoi un tel projet a été institué? En fait, le Arpège est mis en place, le programme a été élaboré. Ce n'est pas seulement au Togo, c'est dans 3 pays de la sous-région. Il y a le Togo, notre pays, il y a le Burkina Faso, il y a aussi la Côte d'Ivoire. Donc c'est un programme de SOS pour aller au secours des enfants et de la population vulnérable de la Côte difficile. Donc parmi ces cibles-là, il y a aussi des enfants en situation de difficulté, de vulnérabilité, et donc qui a forcément trait au centre d'accueil. Et donc Rezaïev Togo est partenaire de SOS Village d'enfants Togo sur ce programme-là, uniquement sur l'aspect des centres d'accueil. Voilà. Mais je rappelle qu'au-delà des centres d'accueil, il y a beaucoup d'autres volets qui sont pris en compte. Que le programme couvre. Alors, quelles sont les normes que doit respecter un centre d'accueil pour pouvoir recevoir un enfant? Quelles sont les normes? Parler des normes, c'est énorme, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Oui, quelques idées. Les normes recommandent que les centres d'accueil, quand vous rentrez d'abord sur un centre d'accueil, que chaque enfant puisse avoir son dossier, et que son dossier ou ce dossier-là puisse être tenu au plus discret possible. Les normes recommandent également que entre pour l'accueil des enfants, il faut des conditions de façon à respecter un certain nombre de critères de vie de l'enfant. Je voudrais parler de... Il faut tenir compte de l'aspect culturel de l'enfant. Il faut tenir compte de ses réalités religieuses. Il faut également mettre l'enfant dans ces conditions de telle façon que son intimité, sa dignité puisse être respectée. Et bon, donc, mettre des enfants, des filles comme des garçons, dans la même pièce, sans chose, ce n'est pas quelque part, ce n'est pas adéquat. Ce n'est pas adéquat, ce n'est pas convenable. Aussi, de la même façon, les normes recommandent une certaine adéquation entre les locaux, donc les moyens disponibles, et
le nombre des enfants, l'effectif. Je donne un exemple. Si par exemple on accueille les normes, l'audit l'avait révélé que sur certains centres, on est allé jusqu'à trouver plus de 200 enfants sur un seul centre. Et figurez-vous, avec ces 200 enfants-là, il y a combien comme encadreurs? Il y a combien comme encadreurs? Décidément, si on fouille très bien, l'audit, les résultats de l'audit n'ont pas précisé l'effectif du personnel, mais là, relevé quand même cette inadéquation-là. Ce qui voudrait dire que si on a plus de 200 enfants sur le centre d'accueil, même si le personnel est à 10, est à 20, ça manque toujours. Ça manque toujours. Et avoir toute cette population sur un centre d'accueil, quel encadrement? Quel suivi? Voilà, quel suivi? Bon, donc voilà, il faut également, les normes recommandent également que des enfants, en respectant leurs droits, qu'il y ait un mécanisme de plainte sur les centres. C'est-à-dire que des enfants doivent être sensibilisés sur leurs droits et aussi bien sur leurs devoirs et savoir que si sur le centre-là, on lui fait telle ou telle chose, il a le droit et le devoir de dénoncer. Voilà. Donc, il y a plein de choses sur les centres d'accueil. Les normes recommandent également que dans le fonctionnement des centres d'accueil, nous puissions rendre compte à l'État. Donc, périodiquement, chaque année, nous devons, à la fin du premier trimestre, chaque centre d'accueil devra donner son rapport annuel à l'État pour que l'État puisse savoir ce qui se fait sur ces centres. Et comment amener, donc, Jérôme Nsukwe, à l'application de ces normes-là au Togo au niveau des différents centres? Pour amener à respecter les normes et standards, moi je dirais, normalement, nous ne devons pas être amenés à respecter. Si nous sommes, voilà, nous ne devons pas être obligés. On ne doit pas avoir un gendarme derrière nous. Si nous sommes professionnels, nous travaillons avec les enfants en situation de vulnérabilité. Et nous les accueillons sur un centre. Et le centre est un service, est une organisation, est une institution. Chaque institution a ses règles. Et donc, l'État a très bien fait. Rezaïev avait proposé dans le temps en 2010 là, les normes et standards que l'État a validées, étudiées. Et bon, voilà, est validé. Bon, maintenant, est mise en circulation. Les normes existent. Reste seulement au personnel, aux professionnels des centres d'accueil de les parcourir, d'en faire leur Bible ou leur Coran, de les lire quotidiennement, régulièrement, et d'essayer de les respecter. Et c'est tout. Bon, maintenant, vu que l'État, dans son rôle régalien, doit veiller aussi à la protection de la population, et en particulier des enfants, et des enfants vulnérables, donc, à lui aussi de taper du poing sur la table et de mettre en place, encore une fois, comme je le disais, un mécanisme en place pour que les normes et standards puissent être respectés. Quel mécanisme, quel fonctionnement, quel moyen pour inciter les structures à respecter? Pas forcément des gendarmes, mais un mécanisme ou un moyen de motivation. Pourquoi pas ne pas dire des centres qui déposent leur rapport, les centres qui sont en règle, les centres qui respectent très bien, les subventionner, aussi minime que soit le montant par année, même si c'est 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions. Il y ait des subventions, des accompagnements pour obliger. Pour les structures qui travaillent bien dans le domaine. Figurez-vous, tous les autres centres vont chercher à bien faire pour pouvoir bénéficier aussi de ces subventions. Voilà. C'est un moyen très simple. Vous êtes sur Radio Diena dans votre émission Et nous qui parle aujourd'hui de la prise en charge des enfants dans les centres d'accueil et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il y ait une meilleure prise en charge dans ces centres-là au Togo. Nous sommes avec Jérôme Nsukwe. Il est le président de Rezaïev, le réseau de centres d'accueil, des structures d'accueil des enfants vulnérables au Togo. Alors, on a parlé tout à l'heure de comportement, des normes à respecter, mais avant, par exemple, de prendre un encadreur dans un centre d'accueil, il faudrait chercher à connaître la personne. On ne prend pas toute personne pour amener dans un centre d'accueil pour prendre en charge des enfants vulnérables.
Absolument, absolument. Mais c'est le constat qui se fait. Ce que vous dites relève d'abord de la qualité du professionnalisme de la personne qui recrute. Si le recruteur, le promoteur ou le directeur, lui-même, il est qualifié, si lui-même, il est professionnel, il ne va pas chercher du n'importe quoi. Mais si lui-même, excusez-moi le terme, n'a pas sa place là où il est, c'est de la même façon, il est arrivé, il va chercher aussi ses associés. Voilà. Donc, il va juste ramasser ceux qu'il trouve proches de sa main, il va les faire venir, et c'est comme ça qu'ils vont faire voilà, le travail qu'il ne faut pas. Dans quelle norme une personne qui doit prendre en charge un enfant doit être? Ici, on a parlé des centres, mais dans l'idéal aurait été... Quel est le profil qu'une personne qui doit être? L'idéal aurait été que le promoteur du centre d'accueil ou le directeur du centre d'accueil ait un bagage nécessaire dans le domaine de la protection de l'enfant. Je ne demande pas forcément qu'il ait fait de hautes études dans le domaine social ou qu'il ait fait les sciences sociales. Non. Il peut ne pas faire les sciences sociales. S'il fait les sciences sociales, c'est encore très bien. Mais s'il ne le fait pas, s'il veut travailler avec les enfants, l'idéal aurait été simplement de se renforcer des capacités dans le domaine, de savoir le domaine dans lequel je veux aller, je veux travailler. C'est quoi? Étudier ce domaine-là, savoir ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, maîtriser un peu ce domaine-là, et s'il a le bagage requis dans ce domaine, j'avoue qu'il ne va pas faire du n'importe quoi. Il saura ce qu'il faut faire. Même pour recruter quelqu'un, il doit savoir en même temps la qualité et les compétences de la personne qu'il faudra recruter. Vous êtes le responsable du Rezaïev. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la gestion des enfants au niveau des centres d'accueil? Oui, les difficultés que nous rencontrons, d'abord, Lodi avait tout dit. Lodi avait tout dit. Ça a été clair. Oui, Lodi avait tout dit. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, en bon africain, et je mets ça entre griffes, en bon africain, beaucoup d'encadreurs sur les centres d'accueil n'arrivent pas encore à baisser la main avec le bâton. Beaucoup d'encadreurs, en bon africain, parce qu'on se dit que l'Africain, l'enfant africain, il faut le bâton pour qu'il puisse obéir. Mais les donnes sont en train de changer. Dans nos ateliers, la première session, fin février, début mars à Palimé, nous avons travaillé sur un module qui est la parentalité positive et la discipline positive. C'est un module très profond pour amener les professionnels, les encadreurs des centres d'accueil à savoir que même quand nous crions sur des enfants, même quand nous vociférons, même quand nous nous énervons, nous déversons nos colères sur les enfants, c'est d'abord et avant tout de la faiblesse que nous manifestons. Vous n'arrivez pas à gérer l'enfant et donc vous sortez cette frustration. C'est avant tout de la faiblesse que nous manifestons. Mais le parent qui s'autosuffit, le parent qui est bien outillé, qui connaît bien son travail, mais quels que soient les caprices de l'enfant, quel que soit ce qu'il fait, lui, il reste un enfant. Il a besoin simplement des informations pour avancer. Et donc, comprendre l'enfant dans sa profondeur et savoir l'accompagner. La discipline, à la place du bâton, à la place du cri, qu'est-ce qu'il faut? Voilà le pourquoi d'ailleurs nous voulons faire ce plaidoyer-là pour demander à l'État de faire sortir la circulaire sur la discipline. Comme ça, pour que sur les centres d'accueil, dorénavant, les encadreurs puissent savoir que profil bas au bâton, on n'utilise plus le bâton, mais à la place du bâton, voilà ce qu'il faut. Il y a des solutions alternatives. Voilà, des solutions alternatives aux punitions. Voilà. Alors, par rapport au projet Arpège, au-delà de la formation, du renforcement de capacité, quelles sont les autres actions
qui seront menées pour pouvoir amener à une meilleure prise en charge des enfants dans les centres d'accueil? Oui, avec le projet APEJ, malheureusement, il n'y a pas d'accompagnement sur les autres aspects que le personnel aurait voulu, puisque ils sont nombreux à me contacter par rapport à la prise en charge. Est-ce que ce serait juste la formation, etc. Oui, ce serait juste malheureusement la formation. Mais l'autre volet que APEJ va aussi faire, c'est la démarche de plaidoyer. Tout le processus là pour que nous puissions obtenir de l'État le ratio fixant le nombre des enfants par rapport au nombre d'encadreurs et puis la circulaire sur la discipline selon l'article 31 des normes standards pour que dorénavant les centres d'accueil on puisse savoir comment encadrer des enfants. Voilà. C'est la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. C'est ce que APEJ donne. On prend ça. Maintenant aussi à Rezaïev de se battre pour obtenir des financements et pouvoir aller au sens propre de l'accompagnement des centres. Est-ce que vous avez constaté qu'il y a un changement depuis le début de l'exécution du projet en rapport avec le renforcement des capacités? Oui. Le changement est flagrant, mais d'abord au niveau de la volonté. C'est d'abord au niveau de la volonté, puisque nous venons juste de le faire. C'est vrai, avec SOS. En fait, Rezaïev Togo, je profite pour le dire ici, Rezaïev Togo est partenaire de SOS Village d'enfants sur 2 volets. Sur le programme d'action ou le plan d'action national de SOS et ensuite sur le programme ARPEJ. Bon, donc, sur le plan d'action national de SOS, il y a eu des renforcements de capacités qui avaient été faits tout au long de l'année passée, mais avec des structures proches, suivant avec les moyens de bord, les moyens disponibles. Bon, donc c'est avec ARPEJ maintenant que nous le faisons sur toute l'étendue du territoire. Nous avons constaté lors des 3 derniers ateliers que nous avions faits avec ARPEJ, notamment la session 1 de Palimé, session 2 de Palimé et Atakpamé qui avait réuni les responsables des structures, cette volonté d'apprendre des participants. Et c'est des professionnels des centres d'accueil, mais qui étaient d'une manière attentifs et qui étaient acharnés à noter. Ça veut dire que les gens sont avides d'apprendre et appliquer. Et les réactions, la sérénité avec laquelle ils étaient dans l'atelier, du début jusqu'à la fin. Et déjà, savoir que c'est grâce à Rezaïev que tous ces centres-là sont là, en partenariat avec SOS, beaucoup ont manifesté tout de suite leur volonté d'adhésion à Rezaïev. Et pour finir, la semaine passée, on a déjà eu 3 adhésions, 3 demandes d'adhésion. Il y a 7 qui sont en attente. 7 structures qui sont en attente, ne serait-ce que sur les trentaines de structures qui ont participé, dont déjà une quinzaine étaient membres de Rezaïev. Donc il y a un petit changement. Voilà. Et qu'est-ce qui vous fera plaisir après ce projet? Votre satisfaction viendra d'où? Oui, ce que après le renforcement de capacité, tel que nous leur en avons dit, il y aura une phase de suivi pour voir est-ce que tout ce qu'ils avaient appris, il y a la plateforme qui est là toujours pour approfondir les connaissances, se partager des informations, mais il y aura un suivi à un moment donné pour voir après le renforcement de capacité, quel a été le niveau d'implémentation sur les centres d'accueil, la volonté d'avancer. Je dirais sans embâche que tous les centres qui avaient participé à ces ateliers, à ces 3 ateliers, ont la volonté de mieux faire. Et il y en a, c'est ce qui fait d'ailleurs que moi particulièrement en tant que président de Rezaïev Togo, je n'avais pratiquement pas de temps de repos.
au cours de ces ateliers. Parce que même au temps de pause, tout le monde veut te voir par ici, par là. On a toujours des questions à te poser. On veut aller dans tel sens. On veut ci, on veut ça. Voilà. Donc, de tous ces entretiens, moi je retiens que des gens ont la volonté de mieux faire. Suffit simplement qu'ils aient le bagage. Suffit qu'ils aient l'information pour l'appliquer. Je sais que les centres ont des difficultés de mobilisation de ressources, surtout financières, mais la volonté y est quand même et je crois qu'ils feront au moins le minimum. Alors, pour finir, quel est donc ce message que vous aurez à lancer aux différents centres d'accueil pour qu'on ne parle plus de 85% de centres qui ne respectaient pas les normes et standards après peut-être une prochaine étude? Oui, merci bien pour la question. Pour ces centres d'accueil, en tout cas, Rezaïev, on dit celui qui danse ne peut pas s'apprécier soi-même, mais je tire chapeau à Rezaïev ici sur ce plateau. Pourquoi? Parce que Rezaïev ne travaille pas à vase clos. Nous ne travaillons pas simplement pour les structures membres de Rezaïev. Nous avons ouvert la vanne à toutes les structures d'accueil du Togo. Les plateformes régionales que nous avons mises à place, c'est toutes les structures d'accueil que nous avons pu identifier dans chaque région, se trouvent sur les plateformes. Et pour que nous puissions partager des informations. Bon, maintenant on dit la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. C'est vrai que Rezaïev Togo voudrait idéalement bénéficier des financements, avoir des financements pour pouvoir faire plus que ce qu'il fait. Mais à la mesure de nos moyens aujourd'hui, nous sommes à l'heure du numérique, sur ces plateformes-là, nous pouvons organiser, ça va démarrer bientôt, dans les semaines à venir, nous allons organiser des renforcements des capacités en ligne sur toutes les plateformes pour que nous avions déjà fait au point focaux. Maintenant, on va le faire à toutes les bases. Donc, pour que les centres d'accueil sur toute l'étendue du territoire, qu'elles soient membres de Rezaïev ou pas, l'essentiel, c'est la meilleure prise en charge des enfants. L'essentiel, c'est la protection des enfants vulnérables. Donc, qu'on puisse se partager ces renforcements de capacité. Donc, je dirais pour finir, ensemble, et seul, on marche plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Ensemble, avec les centres d'accueil du Togo, je pense que nous allons faire beaucoup de choses pour la protection des enfants. Jérôme Nossoukwe, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi plutôt qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président du Rezaïev Togo. Chers auditeurs, et nous s'achève ainsi. Aujourd'hui, nous avons parlé des actions à mener pour une meilleure prise en charge des enfants dans les centres d'accueil au Togo. On espère qu'il y aura des changements parce qu'il y a des changements, des améliorations déjà constatées. On se retrouve dans une semaine pour un autre numéro de votre émission. Et nous, le même jour, toujours le même jour et à la même heure sur le www.radio.jena.tg. Je suis Edwige Djigboli Abedo. À très, très bientôt.